Oui, voilà, ça marche. Bon, vous avez déjà entendu plusieurs membres du groupe de travail qui a été constitué à la DRAC pour l'élaboration de ce label patrimoine du XXe siècle. Donc, je ne reviendrai pas du tout sur ce qu'ils ont dit. Mon propos est de vous dire comment nous avons travaillé pour l'élaboration de cette liste de 75 édifices qui ont paru particulièrement remarquables. Vous voyez que ce matin, Henri Bressler, Simon Texier, Véronique David, Antoine Lebas vous ont parlé d'édifices qui ne figurent pas dans cette liste. Donc nous avons dû en effet faire des choix, et ce qui a toujours été assez difficile. Alors en effet, nous avons travaillé avec comme point de départ la recommandation donnée par la circulaire du Conseil de l'Europe du 1er mars 2001, qui demande que ce label du patrimoine du XXe siècle soit pris sans préjugés quant aux questions de type de bâtiment, de style, de méthode ou de période de construction, et qu'il soit représentatif de chaque période et aussi de l'histoire technique, économique, sociale, politique, etc., s'appuyant sur l'existence de documents d'archives. Donc, nous sommes donc attachés pas uniquement à des édifices qui soient des monuments absolument remarquables pour leur innovation, par exemple, mais aussi à des choses extrêmement modestes parce qu'elles comptaient dans l'histoire sociale ou dans l'histoire religieuse, puisque là, c'est notre sujet. Il y a aussi nous nous sommes appuyés aussi sur un certain nombre de travaux existants déjà, et en particulier sur ceux du Comité du patrimoine cultuel créé auprès du ministère de la Culture il y a une quinzaine d'années, je crois, et qui avait repéré énormément d'édifices sur toute la France, et en particulier en Île-de-France, avec donc un inventaire très complet et un système de fiches qui tenait compte d'un certain nombre de critères, qui étaient celui de l'implantation urbaine, l'insertion dans le site, le programme, l'architecture avec ses matériaux et les plans retenus, l'aménagement liturgique et le financement. Et ces fiches nous ont beaucoup servi. Il y a aussi un livre paru très récemment, qui est le guide des architectures religieuses contemporaines en Île-de-France par l'association Spiritualité et Art, qui a aussi été un point de départ très important de notre travail. Par ailleurs, évidemment, les livres publiés par Antoine Lebas et Simon Texier, déjà sur les églises de Paris et de la région parisienne, de l'ancien diocèse de la Seine plus exactement. Il y a aussi un travail dont j'étais au courant depuis longtemps et qui pour moi a été très important parce qu'il m'a mené vers Henri Bressler comme membre de notre groupe de travail. C'est un DEA qui a été réalisé ici à l'école d'architecture de Belleville par ma sœur Cécile Vigne et qui portait sur la politique de construction de l'Église catholique de 1905 à 1939 et qui s'attachait à tous les problèmes d'urbanisme, du choix des emplacements, de l'implantation des églises et de la façon dont l'édifice religieux a structuré l'espace urbain et a conduit à une nouvelle croissance, à de nouveaux quartiers. Et donc, ce DEA reposait sur une étude d'archives et aussi sur des comparaisons et des superpositions de plans extrêmement éclairants.
Ce qui fait que ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est un critère dont qui a été un petit peu abordé, c'est celui de l'insertion urbaine, qui a pour nous été aussi très éclairant. Alors le premier édifice dont je peux parler, c'est Saint-Stanislas des Blagies, qui est très représentatif de ce qu'ont fait les chantiers du Cardinal en matière d'études sur la façon dont l'édifice pouvait structurer. Saint-Stanislas de Blagies est installé au croisement de plusieurs communes. On peut le voir mieux ici. On est au carrefour de Bourg-la-Reine, de Bagneux, de Sceaux et de Fontenay-aux-Roses. Et donc on voit que la façade donne sur ce carrefour principal, et autour de l'édifice, se sont greffés des écoles, des commerces, enfin toute une nouvelle vie de quartier, alors que dans les années 30, et là il y a une photo dans la publication que nous avons faite, on voit que l'église est installée au milieu des champs. On pourrait donner d'autres exemples, comme Châtillon, Notre-Dame du Calvaire, qui a aussi été installée au milieu de champs de maraîchers. Et cette église Saint-Stanislas est aussi intéressante parce que elle comporte tout un programme, on va dire, qui se situe à l'arrière, avec un logement pour le prêtre, c'est-à-dire un presbytère, des salles paroissiales, des salles de réunion, etc. Enfin, c'était tout un ensemble qui, à l'origine, comportait aussi un dispensaire, enfin, de façon à répondre à des questions qui n'étaient pas traitées par l'État, finalement. Et les prêtres s'étant émus de la situation de ces banlieues qui se développaient de façon complètement anarchique. Un autre exemple aussi d'implantation dans la cité, c'est Saint Jean l'Évangéliste de Cachan, dont il a déjà été question. Là, il se trouve que l'archevêché de Paris a mené des contacts avec la préfecture de la Seine, aboutissant au fait de créer une église dans la cité Jardin. Là, on est dans une cité Jardin créée dans les années 20, et l'église y était prévue, tout comme à Suresnes, où Notre-Dame de la Paix, dont parlait Antoine Lebas tout à l'heure, avait aussi sa place, et où à Suresnes, il y a également une petite église protestante qui a été construite par l'architecte Philippe Véret. Voilà donc l'intérieur de Cachan, mais ça vous l'avez déjà vu. Un autre exemple qui nous a semblé, dont on a déjà parlé beaucoup, c'est l'église construite par Prouvé et Picot à L'Haÿ-les-Roses, qui est située en limite de deux communes. Elle est située en face de ce bâtiment circulaire qui est un centre culturel, un centre social, et on sent que les deux bâtiments ont été pensés pour fonctionner ensemble, alors qu'on est sur deux communes différentes. Donc ces critères d'insertion urbaine et de nouvelle vie de quartier ont pour nous été aussi très éclairants. Voilà donc toujours l'église de Prouvé. Alors, il faut aussi dans cette période des années 30, enfin de l'entre-deux-guerres, l'édifice religieux en banlieue constitue une sorte d'équipement, même s'il n'en a pas la reconnaissance, puisqu'il apporte à une population non seulement une vie spirituelle, mais aussi des éléments de vie matérielle, avec des éléments d'enseignement, etc., et de soins. Dans les années de l'après-guerre, l'Église catholique
en relation avec l'Église protestante et le consistoire, crée le comité national de construction des églises, et de façon à obtenir des services publics, que l'édifice religieux soit reconnu comme d'intérêt général. Et donc un certain nombre de circulaires sont adressés par les préfets aux archevêchés de façon à ce que les besoins soient exprimés, et cela aboutit à la réservation de terrain dans les villes nouvelles. Ici, à Massy, on a le temple protestant qui est ici, et la mosquée qui a été... pas la mosquée, pardon. La synagogue qui est construite par Dutilleul et Sanrel, j'ai fait une faute, qui sont donc sur le même axe. C'est tout à fait intéressant, d'autant plus que l'église Saint-Paul se situait non loin de là. Voilà cette synagogue, juste après son achèvement, et le temple construit par Philippe Véret. Alors, un autre exemple d'insertion d'édifice qui a été construit grâce à la réservation des terrains obtenus par ce comité des constructions d'églises dans son action auprès de l'État, c'est Saint-François de Lallemont, dont le terrain, en effet, avait été réservé dans le cadre de la ZUP. Alors, on a déjà parlé de Sainte-Colombe, c'est à Villejuif. C'est un endroit qui est aussi intéressant parce que construit dans les années 30 dans un emplacement qui était complètement vide d'urbanisation, un endroit de baraquement, et à la limite de 3 communes, celles de L'Haÿ-les-Roses, de Chevilly-Larue et de Villejuif. Et ensuite, en effet, c'est devenu un endroit de grand ensemble où dans les années 60, donc, a été construite l'église par Rainer Sen. J'ai parlé d'histoire sociale et d'histoire et d'édifices modestes. En voici un exemple avec Champagne-sur-Seine, la toute petite chapelle construite par la communauté russe des ouvriers travaillant à l'usine Gemont Schneider. Les ouvriers russes s'étaient cotisés en quelque sorte pour acheter ce terrain qui domine la ville et qui est très bien placé. Et cette petite chapelle maintenant a été donnée à la municipalité depuis la fermeture de l'usine et le départ de la communauté russe. Mais elle est très très représentative de ce moment de l'histoire sociale. Un autre exemple d'insertion dans de l'édifice religieux dans les grands ensembles, c'est Saint-Jean-Porte-Latine, mais on en a déjà parlé, donc j'y reviendrai pas, si ce n'est pour dire que Pierre Pinsard, là, a créé quelque chose qui était complètement en accord avec les grands ensembles de logements qui étaient construits au même moment. Aussi, un autre exemple d'insertion dans la ville, mais Simon Texier a parlé un petit peu, c'est la chapelle des Épinettes dans le 17e, où il existait une chapelle de patronage sur cette parcelle et qui était devenue obsolète, et l'archevêché, je crois, a décidé de valoriser la parcelle en faisant une promotion immobilière et a construit en sous-sol la chapelle des Épinettes, dont seul apparaît le puits de lumière qui surmonte la chapelle elle-même. Voilà, et pour terminer, la mosquée d'Évry, dont il a déjà été question, qui, quand on a décidé sa construction, était sur des terrains qui étaient encore
plus ou moins des terrains agricoles, et autour de laquelle s'est donc structuré tout un nouvel espace urbain. Voilà, je vous remercie.